arrêté la réanimation parce que ça m'atteignait trop et que ça jouait sur ma vie personnelle. C'était un peu compliqué. Encore une fois, l'histoire du Bataclan. Je l'ai pris de pleine face. Je me suis occupée des victimes du Bataclan pendant des mois, avec les yeux des médecins. Et du coup, cette formation m'a permis, et à mes collègues aussi, de repérer justement des signes de décompensation. J'adore mon métier et que moi, pour rien au monde, vraiment, je changerais. Pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Je suis Sandy Taffin, je suis infirmière libérale depuis presque 21 ans. Voilà, mon parcours avant d'être libérale, les gros services, j'ai fait 7 ans d'urgence à Henri Mondor et j'ai fait 3 ans en réanimation chirurgicale. Et du coup, je me suis installée, je suis à mon propre compte, j'ai créé mon cabinet. Ça fait 7 ans et demi que je suis en libéral. Et là, depuis 3 ans, j'ai ouvert avec 5 médecins généralistes et une collègue infirmière libérale, mon associée. On a ouvert cette maison de santé pluriprofessionnelle. Donc là, on va avoir une patiente. Donc là j'ai le bip pour mes patients chroniques, le couple. D'accord. Et du coup, j'en profite, je vais avoir une patiente qui s'est fait retirer une espèce de kyste dans le genou. Donc c'est pansement tous les jours et après tous les 2 jours. Voilà, on a commencé la prise en charge il y a quelques jours. Depuis mon enfance, en fait, j'ai toujours voulu être infirmière. Je ne l'explique pas, je pense que c'est une vocation. Dans ma famille, il n'y a personne qui est du milieu médical. Je suis la seule. Et voilà, depuis que j'ai l'âge de 8-9 ans, j'ai toujours voulu faire ce métier. Et je m'en suis donné les moyens et aujourd'hui, voilà, aucun regret. C'est vraiment pour le coup une vraie vocation. Il m'est pas arrivé un truc grave où j'ai jamais été à l'hôpital qui expliquerait pourquoi je vais être soignant. Je pense que c'est ancré en moi, quoi. Donc je peux pas forcément l'expliquer, mais c'est une vraie vocation qui m'est tombée dessus. Après, je sais que moi, j'aime beaucoup les gens, j'aime le contact, j'aime les gens. Depuis que je suis petite, je suis comme ça. Je vais vers tout le monde. Donc peut-être que cet attrait de ma personnalité fait que j'ai voulu être soignant. Mais j'ai pas d'explication vraiment. C'est ancré en moi depuis que je suis jeune, mon plus jeune âge. Ça a été cette nuit ? Oui, pas eu de douleur. Ah mais oui, j'ai quand même. Non. Oh, ça dure quand je tends trop la jambe, ça dirait. Ouais, ça va. On va surveiller parce que c'est un petit peu plus rouge qu'hier. Hein. Vous n'avez pas de douleur ? Non. Non. Là, quand j'appuie, ça va. Pas de douleur, rien. D'accord. Alors pourquoi libéral ? Déjà, voilà, donc j'ai fait des services quand même assez durs pendant 10 ans. J'ai fait les urgences de Mondor et la Réachir. La Réachir, donc j'étais de garde pendant le Bataclan. La Réachir, c'est quand même des décès quasiment toutes les semaines. On a des jeunes qui décèdent. Et j'ai 3 ans là-bas, c'était, je pense, extrêmement quand même compliqué. C'est vraiment un service de pointe. Voilà, donc je me suis dit, il faut que je quitte ce service. En plus, je prenais de l'âge, donc plus on prend de l'âge et plus je trouve que c'est quand même difficile, toutes les situations où on perd des jeunes de 16 ans, 17 ans. Qui décèdent d'accidentés de la route, voiture, moto, peu importe. Et le Bataclan, je pense, m'a fait réfléchir quand même à beaucoup de choses. Je me suis mise dans le libéral sans forcément connaître ce que c'était, pas avec une grande envie, je le cache pas. Mais ce challenge, j'aime bien toujours avoir un petit challenge, et ce challenge d'être en même temps infirmière libérale et à mon compte, parce qu'on est quand même chef d'entreprise. Voilà, je me suis dit, allez, je me lance là-dedans. De toute façon, infirmière, je peux être infirmière partout. Donc je peux très bien me lancer en libéral et après revenir en arrière sans aucun problème. Et je regrette pas mon choix parce que j'adore, voilà, vraiment, j'adore ce que je fais. J'ai appris sur le tard aussi, parce qu'effectivement, on est confronté à être toute seule en libéral. Hein. À l'hôpital, on est encadré par les médecins, par une équipe infirmière. Et là, en libéral, on se trouve vraiment toute seule. Mais j'ai vraiment aimé ce challenge-là. Et tant que ça me plaît, je continue. En fait, le libéral, je me suis aperçue que c'est vraiment une deuxième famille. On crée des liens très forts parce que du coup, on va chez les patients tous les jours. Donc j'ai une base de chroniques quand même le matin. J'ai peut-être 20-25 chroniques que je fais le matin. Donc chroniques, c'est-à-dire que c'est des patients que je vais tous les jours, souvent des personnes âgées. Donc les patients diabétiques, les personnes à qui je donne des traitements. J'ai beaucoup de patients quand même atteints de démence. Et voilà. Et du coup, je rentre dans leur intimité. Ils m'ont accepté, parce que c'est quand même pas évident pour eux d'accepter une infirmière qui vient les réveiller tous les matins. Et de voir leur sourire. Voilà, ils me disent sans
prétention que je suis leur rayon de soleil. Et ça, rien que ça déjà, se lever le matin pour aller voir les patients qui sont isolés, qui n'ont pas de famille, qui sont seuls, on a la seule visite de la journée, rien que ça motive d'aller voir les gens, effectivement. Et puis voilà, leur apporter, alors c'est pas que des soins à proprement dit, hein, c'est pas que les pansements, quelque chose comme ça, c'est aussi leur apporter une écoute. Dans les patients aujourd'hui, ils ont besoin d'une écoute, d'être rassurés, par rapport aussi à tout ce qui s'est passé, le Covid, c'était très anxiogène. Donc le fait, ils voyaient plus personne, plus de famille, plus personne, on était vraiment le seul lien, quoi, avec l'extérieur. Donc du coup, rien que ça les a rassurés, et voilà. Rien que ce métier, d'apporter cette assurance, ce réconfort, les soins que je leur prodigue aussi, mais encore une fois, c'est pas le soin le plus important, c'est vraiment tout ce qui découle à côté. Mais moi, je suis très proche de mes patients, donc je crée une proximité, une relation de confiance. Donc quand je suis pas là pendant une semaine ou deux en vacances, par exemple, tout de suite, ils sont tristes, quoi. C'est que j'ai le droit de partir en vacances, ils me le disent, mais ils sont quand même tristes, quoi. Donc, et c'est là qu'on voit vraiment ce lien. Donc se lever tous les matins pour avoir le sourire de mes patients âgés ou peu âgés, peu importe. Rien que ça, et pour rien au monde, je changerais. Je suis partie au Vietnam, donc j'aurais ramené ça aux patients. Et là, c'est quand je suis partie au Guatemala. Bon, ils sont contents, du coup. Ah, Pierrette, je lui montre mes petits magnettes du Vietnam et du Guatemala. Donc, donc ma journée, elle commence, on va dire, à 7h15 chez le premier patient. On ne peut pas commencer trop tôt parce que on a quand même des chroniques, des personnes âgées. Donc voilà, et le matin, donc je fais à peu près 7h15 le premier patient. Je termine aux alentours de 12h30, 12h45. Ensuite, j'ai une pause déjeuner, si elle est possible. Hein. Des fois, elle n'est pas forcément possible en fonction de la charge de travail. De 13 à 14. Je suis dans une maison de santé avec mes 5 médecins associés. Donc en fait, on s'est dit qu'entre 13 et 14, on se réunissait, l'équipe, pour manger ensemble. Ce qui fait quand même un petit moment convivial dans la tournée qui est quand même assez lourde. Après, je repars à domicile. Alors le matin, j'en vois à peu près, ça peut aller entre 25 et 30 le matin, patient. Donc il faut vraiment avoir un rythme assez speed quand même. Hein. Et l'après-midi, je repars à domicile pour faire 2-3 patients. Et après, j'ai une permanence au cabinet qui est en gros de 16h à 17h30. Sachant que moi, je reste au cabinet, parce que je suis la coordinatrice du cabinet. Donc je reste au cabinet des fois jusqu'à 19h30, 20h. Ce qui me permet de voir des patients qui travaillent. Je les prends sur mes jours à moi. Et puis voilà, donc en gros, ça fait quand même des journées, moi ça me fait des journées de 12 heures par jour, voire 13 heures, parce qu'après il y a toute la paperasse à rentrer, toutes les factures à faire, la facturation, toutes les ordonnances des nouveaux patients, toute la gestion quoi, des patients qui vont pas bien, appeler leur médecin traitant, prendre rendez-vous pour des patients qui peuvent pas avec des dermatologues, des spécialistes, des patients qui n'ont pas de famille, donc c'est quand même des grosses journées effectivement. Et la journée, ça peut être entre 40 et 50 patients. Voilà. Donc voilà, exemple type où le camion s'est mis là, je peux pas me garer. Le stationnement. Je suis désolée, mais c'est la bête noire des infirmiers libéraux. Le stationnement. Parce que le matin, je suis dans des cités. Bref, il n'y a pas de place. C'est compliqué parce qu'en fait, on est tenu par le temps aussi. Donc du coup, si on a un problème de stationnement et on tourne 5-6 fois, on perd du temps. Ce qui est quand même anxiogène pour nous, parce que du coup, après, on a peur d'arriver en retard chez le patient. Le patient s'inquiète, parce que si on arrive 5 minutes après, il s'inquiète pour nous. On pensait qu'il nous arrivait quelque chose, un accident, donc il nous appelle. Donc voilà, donc la notion de stationnement, la notion de temps, effectivement, très compliquée en libéral. Après, c'est tous les petits à côté, ça veut dire, par exemple, un patient qui va être isolé, on en parlait tout à l'heure, qui va être isolé, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Moi, je dois tout gérer, donc je dois gérer les ordonnances avec le médecin traitant, je dois gérer de prendre rendez-vous pour le patient avec un spécialiste, peu importe. Je dois gérer aussi les ambulances, le bon d'ambulance, les ordonnances qui sont mal rédigées, aller à la pharmacie chercher les médicaments. Tout ça, ça demande... c'est quand même des difficultés parce que normalement, c'est pas notre rôle, tout ça, de prendre rendez-vous avec le médecin, de prendre rendez-vous avec un spécialiste, d'aller à la pharmacie pour le patient, chercher ses médicaments. C'est pas normalement le rôle vraiment d'infirmière, c'est la famille. Sauf que quand ils n'ont pas de famille, c'est nous. Donc l'infirmière libérale ne se limite pas juste à faire un soin. Des fois, les gens, ils ont ceux qui sont à l'hôpital, les jeunes infirmiers, ils ont cette notion-là d'infirmière libérale qui gagne très bien sa vie. Quand tu ramènes au nombre d'heures, finalement, on n'est pas plus qu'à l'hôpital. Et ils pensent qu'une infirmière, c'est juste une injection, une piqûre et basta. Non, il y a tout l'à côté, quoi. C'est-à-dire qu'un patient, chronique, une personne âgée, par exemple, c'est pas je lui mets ses bas de contention, je donne les médicaments et c'est tout.
J'ai les yeux pour voir, voilà, justement, s'il y a mes insuffisances cardiaques, les signes EPOF, donc essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue. Tout ça, moi, tous les jours, j'utilise cet acronyme pour voir, voilà. Tout à l'heure, tu as dû voir, quand j'ai regardé les jambes de mes patients, je regarde quand même beaucoup les jambes de mes patients pour voir ça. Je regarde quand ils parlent, s'ils sont essoufflés. Et on a vraiment tout de suite, on voit tout de suite si le patient, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc par rapport à l'insuffisance cardiaque, en fait, j'ai professeur Luc Ittinger, cardiologue de Mondor, qui a contacté le docteur Lépron, donc mon associé justement, pour mettre en place des formations en insuffisance cardiaque. Donc devenir formateur, pour former notre territoire. On a formé à peu près 35 professionnels de santé. On a créé en fait 8 vignettes, 8 cas concrets. Donc chacun devait travailler sur un cas concret. J'avais une patiente type, moi, qui avait insuffisance cardiaque et amylose, donc ça tombait bien. Donc j'ai fait vraiment un vrai cas concret sur elle, parce que j'ai vraiment eu cette patiente a vraiment eu des soucis, donc il y a eu vraiment un travail de coordination derrière. Voilà, donc il y avait des cardiologues, des médecins généralistes, des infirmières, des pharmaciens, pour vraiment faire un vrai travail pluriprofessionnel auprès du patient, en fait. Donc le patient, il est vraiment au centre. Et après, ces 4 professionnels travaillaient sur le cas concret. Chacun ramenait un petit peu son expertise. Ce qui a permis, nous aussi, aux infirmières, parce que du coup, de parler avec des cardiologues et d'avoir cette approche plus approfondie de l'insuffisance cardiaque, notamment le signe EPOF, comme j'ai fait chez ma patiente tout à l'heure. Donc l'acronyme, c'est essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue. Donc quand un patient, quand on vient à la maison, il a ces signes-là, ça peut nous faire évoquer une décompensation d'insuffisance cardiaque. Voilà. Et ça, on a sensibilisé les pharmaciens aussi. S'ils voient un patient rentrer dans l'officine et qu'il voit que le patient est essoufflé, hop, réflexe, il va regarder les jambes, il va poser des questions au patient, s'il est fatigué, tout ça. Donc tout de suite, ça peut alerter sur une insuffisance cardiaque. Former les infirmières là-dessus, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas ce symptôme-là, ces signes-là plutôt. Le but, en fait, c'est pour éviter d'hospitaliser les patients, de réhospitaliser les patients. Donc de les gérer à domicile. Donc plus on va découvrir ces symptômes tôt, entre guillemets, et plus le patient il va pouvoir rester à la maison. Nous, on va surveiller tous les jours. On va prendre le poids tous les jours. Et si on voit que le patient il décompense, hop, on appelle le médecin généraliste en premier lieu, qui lui va appeler le cardiologue, et après le cardiologue va décider d'une hospitalisation ou pas. Voilà, donc, et du coup, moi vraiment, dans ma pratique infirmière, ça m'a vraiment aidée. Et sur l'amylose, parce que je ne connaissais pas l'amylose, je connaissais que de nom. Et donc, grâce à cette formation, j'ai su ce que c'était que l'amylose, voilà. Et puis maintenant, infirmière, je sais aussi interpréter une prise de sang, par exemple, un bilan sanguin cardiaque. Le patient, forcément, il va nous le montrer, nous, en premier. Il va faire sa prise de sang. Nous, on arrive le lendemain. Tout de suite, nous, on va voir la prise de sang. On va être les yeux des médecins. Et du coup, cette formation m'a permis, et à mes collègues aussi, de repérer justement des signes de décompensation. L'amylose, oui, l'amylose, j'ai une connaissance minime, entre guillemets. Je sais ce que c'est que l'amylose, dépôt de protéines, je sais il y a des signes, canal carpien, dupuytren, tout ça, ça peut être aussi des signes d'amylose. Je sais qu'il y a des signes précurseurs. Je connais la gravité de l'amylose, je sais le processus. Donc voilà, donc on a une grosse part sur la formation à insuffisance cardiaque et on parle aussi effectivement de l'amylose que beaucoup de personnes ne connaissent pas, notamment au niveau professionnel de santé. Pour mieux faire, déjà je commence, grâce à cette formation encore une fois, du coup mes patients, je les alerte sur le signe EPOF. Le signe EPOF, en fait, ils connaissent pas. Si vous êtes essoufflé, prenez votre poids. Si vous voyez que vous prenez du poids, si vous avez des œdèmes au niveau des jambes, si vous êtes fatigué, surtout, vous m'alertez. Sauf que nous, infirmières, on le voit. Si on y va tous les jours, on le voit. Mais j'ai des patients que je peux voir qu'une fois par semaine pour faire un pilulier, par exemple. Donc je ne les verrai pas tous les jours. Donc ces patients-là, je les alerte. Surtout, si vous avez ces symptômes-là, vous m'appelez, ou vous appelez le médecin généraliste, ou votre cardiologue. Donc on les sensibilise là-dessus. Le message, il passe aux patients, en fait, c'est ça, c'est de leur apprendre les signes de décompensation. Sauf qu'encore une fois, il y a des patients, et la plupart des patients âgés sont assez réfractaires et ils veulent pas aller à l'hôpital. Donc je leur dis le risque, le risque de décès quand même, je leur explique vraiment. Je sensibilise aussi la famille en disant voilà, votre parent, votre papa, votre maman ne veut pas aller à l'hôpital. On peut pas les contraindre. Si j'appelle le SAMU ou les pompiers, ils peuvent pas forcer le patient à y aller, quoi. Et comme dit un cardiologue, il me dit de toute façon, t'en fais pas, si à 3h du matin, il a du mal à respirer, parce qu'il est rempli d'eau, de lui-même, de toute façon, il appellera le secours, quoi. Mais pour une infirmière, pour un soignant, c'est compliqué de laisser mon patient comme ça, alors que je sais très bien que là, il risque le décès, tout simplement.
avez vu ma copine vasculaire. Donc elle m'a dit tout était bon. Les artères et les veines sont bons. Ouais, il n'y a rien. D'accord? Et la prise de sang, il faut bien la faire. Hein. D'accord? C'est 2 frères. Eh ben, je suis gâtée en fruits ici. Alors, j'ai pas le diagnostic, mais les patients ont un diagnostic lourd. Et qui prend derrière? C'est l'infirmière. Donc comment je gère? Alors moi, j'ai beaucoup d'empathie pour mes patients. Donc j'avoue, je suis quand même un peu une éponge, hein, j'absorbe tout, leur malheur, la misère, enfin vraiment. Donc c'est un peu compliqué, je t'avoue. J'ai jamais vraiment pris trop de distance. Quand j'étais à l'époque en réanimation chirurgicale, qu'il y avait des décès, ça m'affectait. Hein. Je pleurais tout simplement, enfin avec la famille. Je veux dire, on m'a reproché ça. Après, je trouve pas ça normal parce que je trouve que voilà, c'est humain. Je me suis occupée d'un patient. Donc de pleurer parce que le patient est mort, je trouve ça tout à fait humain, quoi. Donc moi j'ai quitté la réanimation parce que ça m'atteignait trop et que ça jouait sur ma vie personnelle. C'était un peu compliqué. Encore une fois, l'histoire du Bataclan. Je l'ai pris de pleine face. Je me suis occupée des victimes du Bataclan pendant des mois. Donc c'est ce qui m'a fait aussi basculer en libéral. Hein. Je me suis dit, bon là c'était quand même compliqué. Mais ça reste que, comme je disais tout à l'heure, le libéral, les patients restent ma deuxième famille. Donc quand je vais perdre une patiente qui a 95 ans, c'est comme si je perdais quelqu'un de la famille, donc ça reste quand même assez douloureux. Pour certains, j'assiste à l'enterrement. Voilà. Je demande à la famille si je peux venir à la cérémonie, à l'enterrement. La famille, bien sûr, est d'accord parce que je fais partie aussi de leur famille quelque part. Donc, Comme qualité, il faut... En infirmière, en métier d'infirmière, il faut de l'empathie. Moi, j'ai bossé avec des infirmières qui n'ont pas d'empathie. Quand même particulier, quoi. L'empathie, si on parle que de ma profession libérale, la patience, de l'organisation. On a bien vu qu'en libéral, si on n'est pas organisé, on ne peut pas faire ce métier-là. Il faut avoir des connaissances pratiques et théoriques parce qu'il n'y a pas de médecin. On est tout seul à domicile. On doit prendre les décisions toute seule. Mais la qualité première, le premier mot, c'est, je pense, empathie. Ce qui a aussi lancé les infirmières, c'est aussi toutes les séries qui sont passées un peu américaines. Donc il faut quand même la réalité du terrain. Ça veut dire que sur l'hôpital en libéral, c'est beaucoup d'investissement. On travaille les week-ends, on travaille à Noël, on travaille les jours de l'an, on travaille les jours fériés. Tout ça, ça a un impact sur notre vie privée. On a une pause déjeuner le midi, des fois elle saute. Hein. T'as pas le temps de manger parce que t'as trop de patients. Donc il faut que les jeunes ils connaissent cette réalité-là. Il y a des points négatifs, hein, comme dans tout métier. Faut pas non plus penser qu'on gagne des milliers des cents, parce que ça, c'est ce qu'on entend dans les jeunes qui sont à l'école d'infirmiers, c'est que l'infirmière gagne 10 000 € par mois, ce qui n'est pas vrai. Ce qui peut être vrai, mais si tu fais 14 heures ou 15 heures par jour. Mais voilà, mais il y a tout l'amour que les patients nous apportent, les personnes âgées, enfin, ils nous apportent quand même, ils sont tellement riches dans leur passé, dans leur expérience, c'est génial. Moi, je me nourris de mes patients âgés, je me nourris de ce qu'ils me racontent, de leur vie antérieure, quoi. C'est vraiment... Chaque patient a un truc à raconter, c'est jeune ou moins jeune même. Voilà, donc c'est un métier vraiment, les jeunes qui veulent se mettre là-dedans, c'est un métier passionnant. Je pense que c'est vraiment un métier de passion. Donc qu'est-ce que je conseillerais déjà? Si un infirmier veut faire du libéral, prendre 2 téléphones. Un téléphone pro, un téléphone perso, ça c'est sûr. Mais après, il faut qu'ils sachent qu'effectivement, il y aura des contraintes derrière. Donc, mais que c'est un métier, encore une fois, fantastique et que j'adore mon métier et que moi, pour rien au monde, vraiment, je changerais. Pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Je pense que beaucoup vont dire ça dans leur profession, mais pour moi, ça reste le plus beau métier du monde. Et j'encourage vraiment les jeunes. Voilà, faut aussi qu'il y ait quand même cette... pas forcément une vocation pour tout le monde, mais il faut aussi qu'il y ait cette envie de soigner, l'envie de prendre soin de l'autre, qu'il y ait de l'empathie, forcément, d'aider son prochain. Bon, c'est une phrase un peu bateau, mais en gros, c'est ça quand même. Voilà, c'est vraiment un partage de soi, quoi. Et en libéral, il faut se livrer. Mes patients, moi, ils connaissent ma vie. Je peux dire ce que je veux, bien sûr. Mais quand on va voir les patients tous les jours, forcément, on rentre dans leur vie, on rentre chez eux, mais eux rentrent dans notre vie aussi, quoi. Donc, il faut ce partage des deux côtés.